Ces dernières années, grâce au réseau de chronométrage des pulsars, les scientifiques ont détecté les ondes gravitationnelles de la plus basse fréquence jamais observées à ce jour. Les ondes gravitationnelles nanohertz. On pense généralement que ces ondes gravitationnelles proviennent des profondeurs de l'univers, où se cachent de nombreux trous noirs supermassifs, dont la masse atteint des milliards de fois celle du Soleil. Lorsque ces géants entrent en collision et fusionnent entre eux, l'espace-temps qui les entoure est lentement perturbé par d'énormes variations gravitationnelles, ce qui engendre des ondes gravitationnelles d'une fréquence extrêmement basse. Ces signaux d'ondes gravitationnelles se répandent dans tout l'univers, comme un bruit de fond omniprésent. Cela indique que dans l'univers, en particulier dans l'univers primordial, les fusions de trous noirs supermassifs, ou autrement dit les fusions de galaxies, étaient extrêmement fréquentes. Cependant, la fusion des trous noirs est loin d'être aussi simple qu'on l'imagine. Si l'on prend en compte les effets quantiques, à mesure que deux trous noirs se rapprochent, le plus petit des deux peut être entièrement évaporé avant même d'avoir le temps de fusionner. Autrement dit, lorsque l'on considère simultanément la relativité générale et la théorie quantique des champs, la fusion des trous noirs ne se produirait tout simplement pas, même sans tenir compte des effets quantiques. Pour les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies, leur processus de fusion présente encore des zones inexpliquées. On considère généralement que la fusion des trous noirs se déroule en 3 étapes: l'inspirale, la fusion et le ring-down. L'inspirale correspond à la phase durant laquelle deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre tout en se rapprochant progressivement. Ce processus émet vers l'extérieur des ondes gravitationnelles de très basse fréquence. Lorsque ces deux trous noirs atteignent la phase finale de l'inspirale, les ondes gravitationnelles deviennent alors extrêmement intenses, au point de pouvoir être détectées par des instruments comme LIGO. Ensuite survient la fusion proprement dite. Les deux trous noirs finissent par se coller l'un à l'autre, et deviennent un nouveau trou noir unique. Au moment de sa formation, ce nouveau trou noir n'a pas une forme régulière. Il traverse une brève phase d'oscillation, mais très rapidement, il se stabilise et devient un trou noir stable à la géométrie régulière. Ce processus ressemble à une cloche oscillante qui finit par s'apaiser, d'où le nom de ring-down, si la théorie décrit bien ces étapes. Dans la réalité, pour que deux trous noirs puissent se rapprocher progressivement, il faut impérativement des mécanismes permettant de dissiper leur énergie. Sans cela, les deux objets entreraient dans une phase d'orbite extrêmement longue. Dans les premières phases de l'inspirale, il existe encore de nombreux moyens de dissiper l'énergie. Par exemple, lorsque des trous noirs supermassifs fusionnent au centre d'une galaxie, ils se trouvent dans une région extrêmement dense, entourée d'un grand nombre d'étoiles et de matière interstellaire. Ces étoiles et cette matière exercent une friction dynamique sur les trous noirs, ce qui leur fait perdre du moment angulaire, et réduit progressivement la taille de leurs orbites. En parallèle, les ondes gravitationnelles émises par les trous noirs en orbite consomment également une partie de leur énergie, ce qui contribue encore à resserrer leur trajectoire. Mais dans la phase finale de l'inspirale, lorsque les deux trous noirs sont extrêmement proches, il n'y a pratiquement plus rien autour d'eux. Ils ne peuvent alors plus compter sur la friction dynamique pour dissiper leur énergie. Lorsque la distance entre les deux trous noirs se réduit à une parsec, soit environ 3,26 années-lumière, le processus d'inspirale peut se bloquer. Les deux trous noirs restent alors piégés pendant très longtemps, sur cette orbite d'un parsec, sans parvenir à fusionner. Ce phénomène est connu sous le nom de « problème du parsec final ». L'existence de ce problème entre en contradiction non seulement avec la théorie du fond d'onde gravitationnel évoquée plus haut, mais aussi avec l'idée selon laquelle les trous noirs supermassifs se forment par la fusion de trous noirs de plus petite masse. Étant donné que, dans la réalité, les fusions de trous noirs se produisent bel et bien, il doit donc exister des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Si l'on parvenait à observer deux trous noirs supermassifs en train de fusionner, à une distance inférieure à un parsec, cela pourrait nous aider à résoudre ce problème du parsec final qui nous intrigue depuis si longtemps. Cependant, les systèmes de trous noirs supermassifs binaires à l'échelle subparsec se trouvent généralement très loin de la Terre. De plus, dans ces systèmes binaires, les masses des deux trous noirs sont souvent très différentes, et leurs conditions d'accrétion respectives varient également, ce qui rend leur distinction observationnelle extrêmement difficile. Dans un article publié en novembre 2023 dans une revue d'astrophysique, une équipe internationale dirigée par l'Observatoire astronomique de Shanghai, de l'Académie chinoise des sciences, a analysé plus de 40 ans de données d'observation, de 1978 à 2022. Ils ont découvert que le trou noir au centre de la galaxie M81 pourrait en réalité être un système binaire. La distance entre ces deux trous noirs est extrêmement faible, d'environ 0,02 parsec, ce qui en fait un véritable système binaire de trous noirs supermassifs à l'échelle subparsec. Une distance aussi réduite suggère qu'ils sont déjà très proches du stade dominé par l'émission d'ondes gravitationnelles. Cela indique, dans une certaine mesure, que la fusion des trous noirs supermassifs ne connaît pas nécessairement une longue phase de stagnation. Cette observation fournit un échantillon crucial pour tenter de résoudre le problème du parsec final. Dans un article publié en juillet 2024 dans Physical Review Letters, des chercheurs ont proposé une nouvelle méthode pour résoudre le problème du parsec final.
en faisant intervenir l'auto-interaction de la matière noire. Selon les théories actuelles sur la matière noire, le centre des galaxies n'est pas seulement dense en matière ordinaire, mais aussi relativement riche en matière noire. Cependant, dans les modèles précédents de fusion de trous noirs, les trous noirs se déplaçant à grande vitesse produisent de fortes perturbations gravitationnelles. Sous l'effet de ces perturbations, les particules de matière noire sont éjectées du système. Lorsque les deux trous noirs se rapprochent à une distance d'1 parsec, il ne reste alors plus ni étoiles, ni matière interstellaire autour d'eux. Et même la matière noire devient extrêmement rare. Leurs orbites cessent donc de se contracter, ce qui conduit précisément au problème du parsec final. Jusqu'à présent, les chercheurs se concentraient principalement sur l'interaction entre la matière noire et les trous noirs. Dans cet article, ils supposent l'existence d'auto-interaction entre certaines particules de matière noire. Cela empêche la matière noire d'être complètement dispersée, lui permettant de conserver une densité relativement élevée. Cette matière noire peut alors interagir avec les trous noirs, continuant à dissiper l'énergie du système. De cette manière, les orbites des trous noirs continuent de se resserrer, jusqu'à la fusion finale. La véritable nature des fusions de trous noirs reste donc encore mystérieuse. Mais qu'en est-il des fusions d'étoiles à neutrons? Les comprenons-nous mieux? Comparées aux trous noirs supermassifs, les étoiles à neutrons posent effectivement moins de problèmes à ce niveau. Bien qu'elles soient elles aussi des objets d'une densité extrême, leur masse est bien inférieure à celle des trous noirs supermassifs. Pour ces objets de faible masse, les interactions gravitationnelles sont intrinsèquement plus faibles et plus sensibles à l'environnement. De plus, contrairement aux trous noirs, les étoiles à neutrons ne sont pas des systèmes purement absorbants. Elles disposent de nombreux mécanismes de dissipation de l'énergie. Par exemple, le processus de fusion produit un rayonnement intense, et leur champ magnétique extrêmement puissant joue également un rôle crucial pendant la fusion. En résumé, on peut considérer que les étoiles à neutrons ne souffrent pas du problème du parsec final. Cependant, même si la phase d'un spirale ne pose pas de problème, une question fondamentale demeure après le début de la fusion, c'est-à-dire au moment de la collision proprement dite. Que se passe-t-il alors à l'intérieur des étoiles à neutrons? D'un point de vue scientifique, il s'agit toujours d'une question sans réponse définitive. Pourquoi? Parce que les conditions lors d'une collision d'étoiles à neutrons sont tout simplement trop extrêmes. Non seulement l'état de la matière à l'intérieur des étoiles à neutrons est déjà extrêmement exotique, mais les températures et pressions générées pendant la collision sont également impossibles à reproduire en laboratoire. De plus, les processus physiques impliqués sont d'une complexité extrême, incluant des champs magnétiques intenses, un moment angulaire colossal, et le mélange de multiples états de la matière. Ajoutons à cela que les collisions d'étoiles à neutrons sont extrêmement rares, et que les données observationnelles restent limitées. On peut donc dire que, dans le domaine des fusions d'étoiles à neutrons, les modèles théoriques actuels sont encore très incomplets, et reposent principalement sur des cadres mathématiques issus de la relativité générale, qui comportent de grandes incertitudes. Dans un article publié en mai 2024 dans Physical Review Letters, des chercheurs ont analysé les neutrinos présents dans les débris issus de fusion d'étoiles à neutrons, afin d'entrevoir ce qui se produit au moment de la collision. Avant la collision, les étoiles à neutrons sont relativement froides, bien que cette froideur puisse déjà correspondre à des milliards de degrés. Mais au moment précis de l'impact, la surface des étoiles à neutrons est rapidement chauffée, jusqu'à des dizaines de milliers de milliards de degrés. En raison de leur densité extrêmement élevée, les photons ne peuvent pas s'échapper pour dissiper la chaleur. En revanche, pendant la collision, les chocs entre neutrons produisent des protons, des électrons et des neutrinos. Les neutrinos sont des particules célèbres pour leur caractère fantomatique. Ils n'interviennent ni dans l'interaction forte, ni dans l'interaction électromagnétique. Ainsi, les étoiles à neutrons peuvent se refroidir, en libérant de grandes quantités de neutrinos, juste après le début de la collision. Bien que la surface des étoiles à neutrons soit brûlante, leur intérieur reste encore relativement frais, à quelques milliards de degrés. Mais cet état ne dure que 2 à 3 millisecondes. Très rapidement, l'ensemble de l'étoile à neutrons atteint un équilibre thermique. Cette brève phase de déséquilibre reste encore aujourd'hui un mystère pour la physique moderne. C'est pourquoi l'étude de ces objets célestes extrêmes nous aidera à approfondir et à perfectionner les fondements même de la physique contemporaine.